La Russie se prépare à la guerre future contre l'Occident. Suivez cette analyse détaillée et complète. La route maritime du Nord, bien qu'encore méconnue de nombreuses personnes, devient une nouvelle arme économique au service du désenclavement de la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine, mais bien la route maritime du Nord qui deviendra le nouveau terrain d'affrontement entre la Russie et l'Occident. La route maritime du Nord est un passage stratégique reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, longeant l'ensemble des côtes arctiques russes. C'est l'itinéraire le plus court pour connecter l'Europe à l'Asie. Entre la promesse d'une ouverture commerciale et les trésors naturels cachés sous la glace, la Russie fait de l'Arctique son nouvel Eldorado et entend l'utiliser comme moyen de pression face à l'Occident. Face à cette situation, la Russie expose de nouvelles armes, non pas des Kalachnikov, des MiG ou des armes hypersoniques, mais bien des brise-glaces puissants. Ces brise-glaces, plus rapides, moins chères et plus efficaces, donneront à la Russie un avantage stratégique considérable sur l'Occident. Parce que le conflit en Ukraine a révélé la véritable pensée de l'Occident qui est la défaite et la destruction de la Russie. C'est pourquoi la Russie a lancé un programme de réarmement pour répondre à tous les défis futurs. Mais pourquoi des brise-glaces? Parce que la route maritime du Nord est entravée par la glace sur les 3/4 de sa partie est. Et pourquoi est-ce un nouveau terrain d'affrontement entre la Russie et l'Occident? Parce que ce passage stratégique, une fois pleinement exploité, pourrait redéfinir les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux, renforçant la position de la Russie face à l'Occident. Et la route maritime du Nord représente donc un levier stratégique pour l'Union européenne en matière de commerce, sécurité énergétique, compétitivité et réduction des coûts. Bien qu'elle soit sous le contrôle de la Russie, sa viabilité pour l'Union européenne en fait un acteur clé dans le cadre de l'intégration économique européenne dans le commerce mondial et dans la mise en œuvre des objectifs climatiques. Voici les raisons qui poussent l'Occident à attaquer la Russie sur le terrain de la route maritime du Nord. 1. Réduction des temps de transport. La route maritime du Nord offre un raccourci significatif pour les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie. Traditionnellement, le trajet entre les deux continents passe par le canal de Suez et la Méditerranée, mais avec la route maritime du Nord, les navires peuvent réduire leur temps de transport de moitié. Ce gain de temps est particulièrement avantageux pour les importations européennes, qui peuvent atteindre l'Europe du Nord beaucoup plus rapidement, ce qui augmente la compétitivité des exportateurs européens sur les marchés mondiaux. 2. Accès direct à l'Asie et à l'Arctique. En utilisant la route maritime du Nord, les pays de l'Union européenne, en particulier ceux situés au nord comme la Norvège, la Suède ou les Pays-Bas, peuvent accéder plus rapidement au marché d'Asie, en contournant les passages traditionnels comme le canal de Suez. Cela représente une voie alternative stratégique, réduisant les risques liés aux détroits étroits ou aux zones sensibles en matière de sécurité. La connexion directe avec l'Asie permet également à l'Union européenne d'assurer une plus grande stabilité dans ses échanges commerciaux, notamment avec des pays clés comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, en rendant l'accès aux ressources naturelles et produits asiatiques plus fluides et économiques. 3. Ressources naturelles de l'Arctique. La route permet d'acheminer des ressources naturelles en provenance de l'Arctique, notamment du pétrole, du gaz naturel, des métaux rares et d'autres matières premières, qui deviennent de plus en plus stratégiques pour l'Union européenne dans le cadre de ses besoins en énergie et matières premières. L'Union européenne, bien qu'elle ne possède pas de zones riches en ressources dans cette région, peut bénéficier directement de l'exploitation des ressources arctiques via des importations facilitées par la route maritime du Nord. 4. Alternatives aux routes traditionnelles. La route maritime du Nord est particulièrement intéressante pour l'Union européenne en tant qu'alternative en cas de perturbations majeures dans les routes commerciales traditionnelles. Par exemple, le canal de Suez a connu des fermetures temporaires qui ont impacté gravement le commerce mondial. Le passage par la route maritime du Nord est une route plus sûre et plus fiable, notamment pour les marchandises sensibles en termes de délai de livraison, réduisant ainsi les risques liés aux goulots d'étranglement commerciaux. 5. Réduction des coûts d'importation. Avec une réduction substantielle des distances et des temps de transit, la route maritime du Nord permet des économies sur les coûts de transport. Ces économies peuvent se traduire par une réduction des coûts pour les consommateurs européens et améliorer la rentabilité des exportateurs européens. La logistique européenne pourrait être grandement améliorée grâce à une optimisation des routes maritimes, ce qui permettrait d'abaisser les prix des produits importés, notamment pour les produits électroniques ou les matières premières en provenance de l'Asie. 6. Réduction de l'empreinte carbone. En réduisant la distance parcourue entre l'Asie et l'Europe, la route maritime du Nord pourrait également réduire l'empreinte carbone du transport maritime. Cela s'inscrit dans les efforts de l'UE pour atteindre ses objectifs climatiques, notamment la réduction des émissions de CO2 dans le secteur du transport. Comparée aux routes traditionnelles, la route maritime du Nord pourrait être un moyen de renforcer la durabilité du commerce international tout en contribuant à l'initiative européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre. 7. Positionnement stratégique et sécuritaire.
Bien que la route maritime du Nord soit contrôlée par la Russie, elle représente un intérêt stratégique pour l'Union européenne en raison de son potentiel à être utilisée dans un contexte géopolitique plus large. La possibilité de naviguer dans des eaux plus sûres, en évitant certaines zones de conflit géopolitique, augmente la sécurité des échanges commerciaux. 8. Diversification des routes d'approvisionnement. La route maritime du Nord permet à l'Union européenne de diversifier ses routes d'approvisionnement en ressources naturelles et autres marchandises essentielles, réduisant ainsi la dépendance à certaines routes maritimes qui peuvent être vulnérables à des crises, des tensions géopolitiques ou des catastrophes naturelles. Conclusion. L'importance croissante de la route maritime du Nord pour la Russie, en particulier en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles dans les territoires nordiques, l'amélioration des liaisons intérieures du pays et le développement d'une connectivité mondiale. Il souligne l'évolution de la flotte de brise-glace nucléaire de la Russie, qui a été une composante clé du projet de la route maritime du Nord, et présente les avancées récentes dans le domaine. Au départ, la flotte de brise-glace nucléaire avait pour mission de faciliter le transport des ressources naturelles exportées des territoires nordiques de la Russie vers d'autres pays. Toutefois, au fil du temps, cette flotte a évolué pour remplir deux autres fonctions stratégiques majeures. La première est la connexion du territoire russe, particulièrement vaste, pour faciliter l'échange de biens et de produits industriels entre les régions, notamment entre l'Extrême-Orient russe et le reste du pays. La seconde fonction est l'extension de la connectivité de la Russie à la scène mondiale. La route maritime du Nord joue ainsi un rôle vital dans la facilitation du commerce international, en offrant une alternative plus rapide et plus sûre que les routes traditionnelles reliant l'Asie du Sud-Est à l'Europe via des passages comme le canal de Suez. Le texte compare l'itinéraire traditionnel, qui traverse des zones comme la mer Rouge, le canal de Suez, le Bosphore et la mer Méditerranée, à l'itinéraire plus direct et plus rapide qu'offre la route maritime du Nord, réduisant ainsi les risques et les coûts. Toutefois, l'obstacle majeur demeure la présence de glace dans la région. Pour surmonter ce défi, la Russie a investi dans la construction de brise-glaces de haute capacité, les plus puissants au monde, capables de naviguer dans des glaces épaisses de plusieurs mètres. Un exemple clé est le brise-glace leader en construction au chantier naval Zveda, qui aura une puissance de 120 MW et sera capable de se déplacer à une... Poutine a répondu aux menaces de Trump. Permettez-moi de développer ce sujet. Regardez, récemment, M. Trump, qui n'est pas encore arrivé à sa Maison-Blanche, a sa Maison-Blanche. Parce que beaucoup, peut-être, parmi nos invités, ne savent pas qu'ici, à Moscou, nous avons aussi notre Maison-Blanche, où le gouvernement travaille. C'est là que de bonnes décisions sont prises, alors qu'à Washington, les décisions sont souvent très différentes. Donc, il a déjà déclaré que si un État des BRICS cessait d'utiliser le dollar, il imposerait des droits de douane de 100% contre tous ces pays. C'est probablement la première fois qu'une telle menace est adressée directement à des États dans leur ensemble. Jusqu'ici, les Américains s'en prenaient à des banques spécifiques, disant « Nous punirons les banques » ou à des entreprises. Mais là, déclarer ouvertement que des États seront punis et que toute leur production sera soumise à une taxe de 100%, c'est une première. Cela vient déjà du président nouvellement élu. Nous savons tous que les Américains sont très sensibles sur ce sujet, car la puissance des États-Unis repose largement sur le dollar. C'est parce que l'argent est investi dans le dollar. Si le dollar perd ses positions actuelles, alors l'économie américaine, avec sa dette colossale, s'effondrera. Les revenus que le dollar génère pour les banques et pour l'économie américaine sont énormes. Selon nos experts, au cours des 10 dernières années, les États-Unis ont reçu environ 10 000 milliards de dollars gratuitement, littéralement du ciel, simplement parce que le dollar est utilisé comme monnaie de réserve mondiale pour les règlements. Cela provient des taux d'intérêt, des placements dans leurs banques, etc. Ces 10 000 milliards signifient qu'ils consomment plus qu'ils ne produisent. C'est un point très important. En substance, les États-Unis, grâce au dollar, continuent d'exploiter les autres économies du monde à leur profit. Peu de gens réfléchissent à cela, mais c'est un fait. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, passons au deuxième point. Vous avez dit que le président nouvellement élu, M. Trump, a menacé d'imposer des sanctions et des droits de douane élevés à ceux qui n'utiliseraient pas le dollar. Autant que je sache, il n'a pas dit cela exactement. Je comprends que tout ce qui concerne les États-Unis suscite une certaine réaction ici. D'après ce que j'ai vu, bien que je n'ai pas beaucoup de temps pour suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, il a dit que si quelqu'un interdisait l'utilisation du dollar ou imposait des restrictions à son usage, il réagirait en conséquence. Ce n'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre interdire l'utilisation du dollar et ne pas l'utiliser. Ce sont deux choses complètement différentes.
Voilà pour le deuxième point. Troisièmement, le président nouvellement élu n'a pas été à la Maison-Blanche ces 4 dernières années. Pendant ce temps, des changements ont eu lieu dans l'économie mondiale et dans l'économie américaine. Ses successeurs, ses opposants politiques, ont fait beaucoup pour saper les fondements du dollar en tant que monnaie mondiale de réserve. Ils ont, avant tout, utilisé le dollar comme un instrument de lutte politique, et parfois même comme une arme. Ils l'ont utilisé pour nuire à d'autres pays que les autorités actuelles des États-Unis considéraient comme des adversaires, et même à leurs propres alliés, que nous n'avons jamais considérés comme des ennemis, mais qu'ils ont soudain décidé de traiter ainsi. Ils ont introduit des restrictions, mais étant donné que la part des États-Unis dans l'économie mondiale diminue, l'influence du dollar sur les processus économiques mondiaux diminue également. Cela conduit naturellement à l'utilisation d'autres instruments. Par exemple, qui peut interdire le Bitcoin? Personne. Ou l'utilisation d'autres moyens électroniques de paiement? Personne, car ce sont de nouvelles technologies. Quoi qu'il arrive avec le dollar, ces outils continueront à se développer, car tout le monde cherche à réduire les coûts et à augmenter la fiabilité. C'est un processus inévitable qui n'a rien à voir avec le dollar. Mais si l'utilisation du dollar dans le monde continue à diminuer, et que cela est provoqué par leurs propres actions, ils détruiront la base même de leur puissance économique. Cela est évident, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Enfin, nous n'avons jamais refusé le dollar. Avons-nous cessé de l'utiliser? Non, c'est eux qui nous en ont empêchés. Comme on dit ici, ce pourquoi on s'est battu, on s'est fait avoir. Ils se sont heurtés à leurs propres problèmes liés au dollar. Il est maintenant temps pour eux de réfléchir à ce qu'ils doivent faire ensuite. Tout cela découle de leur arrogance, y compris dans le domaine économique. C'est inacceptable. Il faut comprendre les processus qui se déroulent dans le monde, et à partir de cette compréhension, construire sa politique, y compris au niveau international. Regardez ce qui se passe. Tout cela se déroule naturellement. Même les pays qui sont des alliés incontestés des États-Unis réduisent leurs réserves de change en dollars, mais aussi en euros. Au cours des 10 dernières années, ces réductions ont atteint environ 13%. C'est une diminution significative, et cela se fait naturellement. Personne ne pourra inverser ces processus, surtout avec des sanctions ou des méthodes coercitives, qui sont destructrices, avant tout, pour ceux qui les adoptent. Merci beaucoup. Dites-lui peut-être de faire preuve de prudence dans ses actions. Mais, bien sûr, M. Trump est une personne qui n'a pas besoin de conseils ou de recommandations. Les propos de Vladimir Poutine concernant la question posée par un investisseur allemand sur le retour des entreprises occidentales en Russie. Question. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de poser une question. Je viens d'Allemagne, je suis directeur et principal actionnaire d'une société d'investissement en Allemagne. Monsieur le Président, vous avez déclaré à plusieurs reprises que les sanctions nuisent aux économies, y compris celles des pays qui les imposent. En particulier, elles affectent très durement ces pays. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec vous. En Allemagne aujourd'hui, et je pense que cela est évident pour tout le monde, le gouvernement actuel de l'Allemagne n'agit pas dans l'intérêt de son pays ni dans l'intérêt de l'économie allemande. Il est clair que l'Allemagne elle-même a beaucoup souffert. De nombreuses entreprises allemandes ont été contraintes de quitter la Russie. Beaucoup d'entreprises allemandes sont parties. Ma question est donc la suivante. Si les temps changent, si la situation évolue, si les gouvernements en Allemagne ou dans d'autres pays européens changent, et si ces gouvernements permettent à ces entreprises de revenir en Fédération de Russie, quelle sera votre attitude envers ces entreprises? Leur offrirez-vous une seconde chance? Ou les dommages causés par les sanctions seront-ils irréversibles? Merci beaucoup pour votre réponse. Réponse de Vladimir Poutine. J'ai déjà parlé de cela, me semble-t-il, lors du forum précédent, et en fait, j'en parle à chaque occasion qui se présente. Nous n'avons jamais expulsé personne ni forcé personne à quitter notre marché. Ce n'est probablement pas un grand secret non plus. Malgré la pression politique, de nombreux partenaires, y compris ceux des pays d'Europe occidentale et des États-Unis, ne sont pas partis du marché russe. Une partie de ces entreprises continue de fonctionner comme avant. Cela représente environ la moitié des entreprises. Une autre partie a transféré la gestion de leurs actifs à des personnes ou des organisations sous leur contrôle. Et environ un quart des entreprises ont effectivement quitté le marché russe, certaines d'entre elles continuant à se retirer de notre économie, y compris les plus grandes entreprises allemandes. Je ne veux pas dire que les temps difficiles que traverse l'économie allemande ou européenne sont uniquement le résultat de la rupture des liens avec la Russie, mais cette rupture joue indéniablement un rôle significatif. Et cela ne concerne pas seulement le fait que les Allemands et d'autres Européens ont perdu l'accès à une source stable d'énergie russe à des prix abordables, bien que ce soit un facteur très important, dont je parlerai encore un peu, mais également d'autres aspects. Ils ne peuvent plus vendre leurs produits sur notre marché.
Ils ne peuvent plus fournir des composants à des entreprises créées en Russie avec des investissements européens ou étrangers. Ils ne peuvent plus utiliser les routes logistiques qui généraient également certains bénéfices. Ils ne peuvent plus utiliser l'euro comme monnaie pour les paiements. L'utilisation de l'euro en tant qu'instrument de l'économie mondiale et monnaie de réserve générait également des revenus significatifs pour l'économie européenne dans son ensemble. Les résultats sont connus. En Allemagne, notamment, de grandes entreprises ferment, tandis que d'autres subissent des pertes. Les industries du verre, de la chimie, des engrais et même l'agriculture subissent de lourdes pertes à cause de cela. Elles ont perdu le marché russe. L'agriculture européenne, notamment en Allemagne, a perdu non seulement les ressources énergétiques russes, comme le gaz, qui est une composante essentielle pour la production d'engrais, mais aussi les engrais eux-mêmes. Des entreprises ferment complètement. Cela affecte également l'industrie métallurgique et, par ricochet, le secteur automobile, un secteur clé de l'économie. Cette année, selon les estimations de nos experts et des organisations internationales, la croissance économique de la zone euro sera d'environ 1%, voire légèrement plus. En comparaison, l'économie russe a connu une croissance de 3,6% l'an dernier, et cette année, elle sera d'environ 4,9%, ou peut-être 4%. En ce qui concerne les secteurs manufacturiers, en Allemagne, d'après ce que je sais, corrigez-moi si je me trompe, le déclin dans ces secteurs sera d'environ 4,6%. En Russie, la croissance sera d'environ 4,4% et nos secteurs manufacturiers augmenteront de plus de 8%, précisément 8,1%. Par ailleurs, les Américains vous interdisent d'utiliser le marché russe et nos ressources énergétiques relativement bon marché. Pendant ce temps, aux États-Unis, ils créent des conditions plus favorables pour attirer les investisseurs européens, y compris allemands, dans leur propre économie. Franchement, ce comportement n'est pas vraiment celui d'un allié, pour dire les choses doucement. Mais je ne veux pas entrer dans ces détails. En Allemagne, on le sait bien. Allons-nous créer des conditions spéciales pour ceux qui souhaitent revenir? Non, nous ne créerons pas de conditions spéciales. Nous n'avons forcé personne à partir, nous n'avons interdit à personne de rester. Nos portes sont ouvertes. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que, durant ces 2 dernières années, de nombreuses niches, laissées vacantes à la suite du départ de nos partenaires européens, ont commencé à être activement occupées par des entreprises d'autres pays. Et cela se fait à une vitesse étonnante que, pour être honnête, nous-mêmes n'avions pas anticipé. Ce qu'on appelle le remplacement par des marques russes progresse rapidement et leur nombre augmente considérablement. C'est pourquoi, revenir en Russie, pour retrouver exactement la même position qu'avant, sera difficile. Cela dit, nous ne poserons aucun obstacle particulier à leur retour. Le problème ne vient pas de nous, mais des décisions politiques prises au niveau de la Commission européenne et dans certains pays, y compris l'Allemagne. Encore une fois, le problème n'est pas chez nous, mais chez vous. Vous savez, en parlant, cela m'a rappelé une histoire qu'un ami m'a racontée lorsque je vivais et travaillais en Allemagne. Je n'ai pas vu cet ami depuis 30 ans, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais il m'avait raconté une anecdote. Il se promenait dans Berlin, disons pour des raisons professionnelles, pas simplement pour se divertir, et il s'était arrêté au bord de la rivière Spree. Là, un vieux monsieur allemand pêchait. Mon ami lui a demandé, « Alors, ça mord ?» Le vieil homme s'est retourné, l'a regardé de bas en haut, et a répondu, « Non. » Pause. Mon ami a insisté. Pourquoi? Nouvelle pause. Le pêcheur allemand s'est retourné à nouveau et a répondu. Le vent vient de l'Est. Alors, mon ami lui a dit. Ah, voilà, tout le problème, toute la saleté vient de l'Est. Le vieil Allemand est resté silencieux un moment, puis il a demandé. Vous êtes polonais? Mon ami, honnêtement, n'a rien inventé, et il a répondu. Non, pire. Cette fois, le pêcheur a levé les sourcils, s'est tourné vers lui, l'a observé, mais n'a rien dit du tout. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Eh bien, aujourd'hui, tout ce qui vient de l'Est est meilleur que ce qui vient de l'Ouest. Regardez les conditions que nous créons pour l'économie allemande ici, en Russie, et comparez-les à celles offertes par vos alliés traditionnels. Et là, je parle uniquement de l'environnement commercial. Mais, encore une fois, nos portes sont toujours ouvertes. Pendant des décennies, nous avons entretenu de très bonnes relations avec l'Allemagne. Nous nous comprenions parfaitement bien. Une particularité des investissements allemands était qu'ils ne visaient pas à réaliser des profits rapides. Ils investissaient à long terme, dans l'industrie. Regardez maintenant les problèmes de Volkswagen. Pourquoi Volkswagen a-t-il quitté le marché russe? S'il était resté ici, non seulement il aurait continué à opérer et à vendre ses produits, même avec un haut niveau de localisation de la production,
Mais il aurait aussi continué à fournir des composants. Il aurait obtenu des revenus considérables. Nous n'avons jamais imposé de mesures non conformes au marché ni pris de régulations arbitraires. Nous n'avons rien fait de comparable aux enquêtes, par exemple dans le domaine de l'écologie, comme cela s'est produit ailleurs. Aujourd'hui, on peut tout rejeter sur la gestion de Volkswagen. Tout, sauf reconnaître ses propres erreurs. Dans ce cas, je parle des régulateurs gouvernementaux qui prennent de telles décisions. Ils ne sont jamais responsables. C'est toujours la faute de la gestion. Et aujourd'hui, ce sont les employés de Volkswagen qui paient le prix, des milliers d'entre eux se retrouvant au chômage suite à la fermeture des usines. Pour éviter cela, il ne faut pas prendre de décisions économiques fondées sur des motifs politiques. Et enfin, ce que je veux souligner, c'est le plus important, vous représentez la République fédérale. Vous parlez allemand. Alors pourquoi me posez-vous des questions en anglais? Le plus important, c'est le niveau de souveraineté. Nous n'avons pas de traduction. Pas de traduction depuis l'allemand. Enfin, disons-le franchement, il n'y avait pas de traduction. D'accord, allez-y. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. Question suivante. Non, attendez, notre collègue d'Allemagne souhaitait ajouter quelque chose. Passez le micro au monsieur qui pose des questions en allemand. Vladimir Vladimirovitch a dit qu'il voulait entendre son commentaire. Non, avant d'être invité ici aujourd'hui, monsieur le président m'a dit, s'il vous plaît, parlez anglais, car la majorité du public ne vous comprendra pas, et nous n'avons pas de traducteur pour vous traduire. Il a déjà dit mieux. Oui, mais je voulais dire que je sais que vous aimez la langue allemande. Moi, je m'intéresse à la souveraineté. Absolument, je comprends. Merci beaucoup. De rien. Comme on dit, des diamants en main, une expression intraduisible. Très bien, poursuivons. Non, notre invité a dit qu'il avait été informé qu'il n'y avait pas de traducteur pour l'allemand. D'accord, qui? Et j'ai répondu que le problème ne résidait même pas dans le traducteur, mais dans la souveraineté. Vous savez, un jour, j'étais à l'anniversaire de M. Schröder à Hanovre. C'était modeste, mais respectable. Tout le monde parlait anglais, même la chorale des jeunes filles de Hanovre chantait en anglais. C'est honteux. Voilà le problème. La souveraineté doit venir de l'intérieur. Tout commence ici.